Comment puis-je faire pour exercer en tant que psychologue aux États-Unis? C'est une sacrée question, n'est-ce pas? Également, psychologue, coach, psychothérapeute, quelles sont les différences? Quelles sont les différences culturelles qui pourraient affecter notre métier entre la France, l'Europe et les États-Unis? Bref, un sujet super vaste qu'on a pris le temps d'aborder dans cet épisode. Vous y retrouverez de nombreuses informations qui, je suis sûre, pourra vous éclairer sur votre projet d'expatriation. Bonne écoute. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va, très très bien. Merci beaucoup de ta présence sur ce podcast. J'ai très hâte de pouvoir t'écouter et te donner la parole concernant ton expérience professionnelle. Peut-être si on peut commencer tranquillement, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Tout à fait. Donc bonjour tout le monde. Mon nom c'est Magdalena Silvetti Manasson. J'habite aux États-Unis. Donc actuellement je suis sur la côte est, dans une charmante petite ville qui s'appelle Princeton. Mais je suis arrivée aux États-Unis il y a 20 ans. Mais avant j'étais en Californie pendant 13 ans. Ok, parfait. Puis, tu es psychologue de formation, n'est-ce pas? Oui, je suis psychologue diplômée en France, donc à l'Université de Paris, il y a très longtemps, je ne sais même plus il y a combien de temps. Et maintenant, je travaille comme mental health counselor aux États-Unis. Ok, parfait, super. Donc, c'est possible de s'expatrier en tant que psychologue, notamment aux États-Unis. En tout cas, c'est ton expérience. Peut-être, donc, justement, tu mentionnes deux destinations. Tu es arrivé dans un premier temps à l'époque en Californie, c'est ça? Oui, 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 oui. Donc, c'est il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant. Je suis arrivée dans la Silicon Valley, donc en Californie du Nord, à côté de San Francisco, un petit peu plus au sud de San Francisco. Ok, parfait. Puis, tu es arrivé avec déjà une idée un petit peu de comment tu allais adapter ton métier là-bas, ou est-ce que tu es arrivé en aventure? Comment ça s'est passé en fait ton arrivée professionnelle? Ah, c'était très compliqué parce qu'en fait, quand je suis arrivée en Californie, c'est parce que mon ex-mari avait une proposition d'emploi pour une entreprise qui était en plein développement à ce moment-là, qui s'appelle Google, mais qui n'était pas aussi grosse que maintenant, donc c'était quand même assez intéressant. Il y avait un petit pari, mais un pari excitant. Il est ingénieur informaticien, donc pour lui, c'était vraiment quelque chose de chouette. Par contre, pour moi, c'était pas bien, parce qu'au niveau visa, lui, il avait un visa pour cette boîte-là, donc qui s'appelle un H1B, qui est un visa très spécifique, parce qu'on a besoin de connaissances particulières. Par contre, la famille, ce sont que des pièces rapportées. Donc moi, mon visa était le même que mes enfants, H4, où j'ai pas le droit de travailler. Donc je pouvais pas travailler. Je savais que de toute façon, être psychologue, c'était pas reconnu aux États-Unis. Donc et puis mes enfants étaient tout petits. J'avais ma fille avait 4 ans, mon fils avait 1 an. Donc professionnellement, c'était difficile. Surtout qu'à cette époque-là, en fait, ça faisait un moment déjà que je travaillais en France. J'avais travaillé en tant que psychologue dans des hôpitaux et en ressources humaines à Air France Ok. pendant quelques années. Et en ayant des enfants, je me suis dit, ben non, j'ai envie de faire quelque chose qui peut m'adapter. Donc je venais de passer le concours pour être psychologue d'orientation à l'éducation nationale, que j'avais obtenu. Et donc je devais faire ma rentrée en septembre, mais à la place, on est parti aux États-Unis. Donc en fait, j'ai Ok, vraiment donc lâché un nouveau projet pour quelque chose qui était un petit peu une grosse aventure, mais professionnellement, bon, ça avait l'air bouché, quoi. ok, c'était très flou en fait, métier allé quand même. Bravo à toi pour ça parce que ça peut en décourager plus d'un. Puis justement, c'est super intéressant ce que tu rapportes par rapport au H1B. Est-ce que tu étais mariée déjà à l'époque? Obligée pour Ouais, pouvoir. c'est En ça, pour fait, je me pouvoir suis être mariée reconnue. pour pouvoir aller aux États-Unis parce qu'on était ensemble. On était avec, je sais plus comment on dit aux États-Unis, en France, on a un contrat juste un Pax, voilà, c'est ça. Oui, On était paxés, mais ça n'existe pas ça aux États-Unis. Donc pour que je ouais. puisse avoir un visa, il fallait qu'on se marie. Donc on s'est mariés juste avant de venir. Ok, puis même avec le mariage, donc toi, tu avais le droit à un permis de travail un permis qui ne te permet pas de travailler J'avais en pas de fait. permis de travail. Ok, J'avais pas de. Et ça, c'est un petit peu le, le- ce qui est clé aux États-Unis, c'est d'avoir un Social Security Number.
Donc avoir un numéro de social sécurité qui permet de travailler. J'en avais pas. J'avais pas le droit d'avoir ça. Donc j'étais vraiment conjoint. C'est tout. Ouais. Mm. Ok, ok. Et donc les H1B, ça donne pas du tout. C'est fou ça, parce que c'est quand même un petit peu irréaliste là de te dire que tu viens avec ta famille, mais il y en a que un qui travaille. Il n'y avait pas de possibilité pour toi donc d'accéder à quelque chose qui te permettait, aux yeux de l'immigration, de travailler Ah en non, tant que que femme, pardon. non. Le seul moyen, c'était de changer de visa. Et donc pour changer de visa, il fallait qu'on fasse la procédure de carte verte. Mais ça prenait pas mal de temps. Beaucoup de gens viennent aux États-Unis et la plupart des gens généralement viennent parce qu'ils étaient déjà employés dans l'entreprise. Donc ils viennent avec un L2, un L1 et les conjoints ont un L2 qui peuvent travailler. Mais là, c'était pas le cas. Il n'était pas employé Google avant. C'était une nouvelle embauche, quoi. Donc c'est un autre type de visa. Donc c'est, faut vraiment faire attention au type de visa qu'on peut avoir. Mais la plupart du temps, les gens viennent avec un visa où ils ont le droit de travailler. Bon, dans mon cas, c'était pas le Ok, cas. ok, je comprends. Bon, alors comment tu t'es sortie de cette situation? Parce que je veux dire, c'est quand même beaucoup d'insécurité. Alors j'étais OK. Dans ma tête, j'avais déjà fait un peu ce travail-là en me disant de toute façon, moi, mon fils avait 1 an. J'avais envie d'être avec mes enfants quand ils étaient petits. Ça, c'était déjà, que ce soit en France, aux États-Unis ou n'importe où. Tant qu'ils étaient petits, je voulais vraiment m'occuper d'eux. Donc, idéalement, moi, dans ma tête, c'était que mes enfants aient 2 ans. Et puis après, je peux travailler. Donc, je me donnais un petit peu de temps. Je savais que là, ça risquait de durer un petit peu plus. Ma chance, c'est que je viens d'une famille d'artistes. Donc, mes 2 parents sont artistes. J'ai été formée tout le temps, enfin, j'étais élevée dans l'art. Et ça, personne ne peut m'empêcher. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok. Donc, pendant ces quelques années ou je sais pas combien de temps avant qu'on ait la carte verte, je veux un atelier. Donc, je veux un atelier d'art pour que je puisse au moins continuer à faire de l'art. Parce que ça, personne ne va m'en empêcher. Et en fait, cette contrainte initiale était plutôt positive parce que ce que j'ai remarqué en arrivant, c'est que moi, je cumulais en fait 5 des plus grandes difficultés pour qu'une femme conjointe d'expatriés puisse travailler. Le problème du visa, le problème du diplôme qui n'était pas reconnu, le problème des enfants qui sont petits, donc ça c'était les trois, mais aussi j'étais très mauvaise en anglais. Donc Ah mon ouais. anglais était pas terrible, je l'avais étudié pendant 10 ans à l'école, mais parler en anglais c'était même pas la peine. Et puis je connaissais personne, quoi, donc j'avais pas de réseau. Donc avec ces 5 difficultés, je savais que de toute façon, bon bah, il y avait des choses à développer. Donc j'ai pris ce temps-là pour développer tout ça. Donc déjà, bah, j'ai fait pas mal d'expos. Donc j'ai développé quelque chose qui, pour moi, c'est un développement personnel. Donc je me sentais bien. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de monde et de me rendre compte du besoin qu'il y avait sur place. J'ai pas mal, en fait, développé mon réseau auprès des francophones qui étaient très nombreux, qui sont toujours très nombreux dans la Silicon Valley, mais j'ai développé un gros réseau. Ok. Et au même moment, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire une fois que j'ai ma possibilité de travailler, mon autorisation de travail, bah, le coaching était quelque chose qui me paraissait le plus facile d'accès. Donc, entre-temps, j'ai fait pas mal de formations aussi pour pouvoir mieux comprendre ce que c'est le coaching. Et en faisant ces formations en anglais, j'ai développé aussi mon vocabulaire en fait professionnel anglophone. Donc, ça m'a pris 4 5 ans quand même. Ah ouais, 4 5 ans, donc cette période-là a duré Ouais. 4 5 ans avant que réellement tu repratiques finalement dans un métier. Essentiellement à cause de la carte verte. C'était un peu long Ok. parce que quand on a un H1B, c'est assez long. En tout cas, c'était le cas avant. Quand on a un L1, c'est beaucoup plus rapide. Donc la Ok. procédure était longue et voilà. Aussi, Ok. je pense, et ça c'est quelque chose qui est important, autant je m'étais préparée un petit peu dans la tête par rapport à moi-même, autant j'ai pas forcément entièrement préparé la dynamique conjugale, familiale. Hmm. Et qu'il y avait déjà, je pense, des petits points à faire attention, et notamment mon ex-mari n'était pas forcément très pressé de me voir travailler. Donc il a un
peu ralenti le processus aussi. Il n'a pas mis ça en- voilà. Ça En aurait pu être un petit priorité. peu plus rapide, disons. Donc c'était bon, ça aurait pas duré trop court non plus, peut-être 3 ans au lieu de 5, quoi. Mais voilà. Donc il y Ok. avait déjà aussi des repères qui veulent dire aussi qu'il faut parfois bien faire attention à ce qui peut arriver à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de séparation en expatriation qu'on le voit. Peut-être pas forcément des divorces parce que après, enfin, c'est beaucoup plus difficile, mais des séparations, il y en a beaucoup plus. Et ça a été aussi un peu quelque chose dont j'ai pu travailler professionnellement par la suite. Super intéressant, effectivement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vrai qu'on peut imaginer hein, que ça bouleverse toute la dynamique du couple, de la famille, dans votre situation. Puis ça permet parfois de mettre en lumière voilà, des petites failles en fait, Mm, qu'on voyait peut-être pas avant dans la routine du quotidien. mhm. Ok, donc là déjà, il y avait une adaptation, puis il y avait des petits défis que tu as pu rencontrer. Puis comment ça s'est passé ton arrivée dans le domaine du coaching finalement c'est dans quel contexte? Un domaine, dans le domaine privé? Alors, parce que j'étais en train de développer mon réseau, que j'ai rencontré plein de monde, qu'à ce moment-là, au tout début, mes enfants étaient à l'école française. Ils y sont restés 2 ans, je crois, pas longtemps. Donc j'ai pu rencontrer pas mal de personnes qui m'ont dit à quel point ils avaient besoin d'aide, besoin de soutien. Euh, donc à partir du moment où j'ai pu travailler, j'ai ouvert mon cabinet privé Ok. et j'ai fait du life coaching, du coaching personnel mais avec vraiment l'idée de soutenir et d'accompagner les conjoints d'expatriés. Donc c'était vraiment ma niche. Les conjoints expatriés, mais pas seulement en Californie, un peu partout dans le monde finalement. C'était vraiment toutes ces personnes-là qui souvent avaient besoin de se réinventer, de retrouver leur place, qui pouvaient éventuellement même être un peu perdues au niveau identité. Euh, Aux États-Unis notamment, c'est toutes les professions médicales et paramédicales qui sont pas reconnues, mais pas uniquement. Il y avait aussi pas mal de personnes qui étaient avec des parcours juridiques, donc avocats, juges, qui pouvaient pas travailler non plus aux États-Unis ou ailleurs, parce que les systèmes sont différents, et qui perdaient en fait une grande part de même de confiance en soi, d'estime Ok. personnelle. Donc ça touchait vraiment non seulement l'émotionnel, mais l'identitaire, enfin pas mal de choses. Donc à ce niveau-là, j'ai pas mal accompagné. Puis au fur et à mesure, j'ai accompagné aussi d'autres crises de vie. Donc c'est là où j'ai vu aussi pas mal de personnes qui étaient dans des crises conjugales, donc des problèmes de séparation, mais aussi des problèmes de maladie, que ce soit eux-mêmes qui étaient atteints d'une maladie finalement difficile ou leur conjoint, ou des deuils. Donc voilà, des crises de vie importantes. Donc ça a été aussi les personnes qui venaient me voir. Ok, donc si je comprends bien, tu ciblais quand même une clientèle Ouais. francophone, elle-même expatriée, Mhm. particulièrement sur le conjoint, donc la personne qui en fait a suivi l'opportunité professionnelle de son propre conjoint et qui s'est peut-être un petit peu perdue en cours de route ou qui a nécessité en fait une adaptation professionnelle quelconque. Ouais. Et toi, tu t'aidais justement à retrouver une identité qui lui est propre dans cette aventure. Adaptation personnelle et professionnelle. Moi, j'étais pas enfin, au côté professionnel, donc j'étais pas coach professionnel. Euh, J'étais vraiment plus coach de vie. Ok, donc ça englobe les deux finalement. Effectivement, c'est Mhm. tellement lié les deux là, donc ok. Mais je fais la différence parce que le problème du coaching, c'est que c'est pas du tout réglementé. Donc, il y a tout et n'importe quoi dans le coaching. Euh, on peut se déclarer coach sans avoir fait aucune formation. Donc, c'est très large. Ce qui fait que j'ai trouvé pas mal de coachs aussi dans les personnes qui se réinventaient, mais avec parfois des parcours qui étaient assez complexes et qui n'avaient pas forcément la connaissance des psychologiques de ce que ça pouvait créer au niveau fissure personnelle. Mais certaines personnes avaient une connaissance du parcours professionnel beaucoup plus élaborée que moi. Donc certaines personnes venaient du milieu ressources humaines, par exemple, et allaient faire vraiment un accompagnement sur les entretiens d'embauche, les CV. Et ça, moi, non.
Oui. Donc là, ça pouvait être complémentaire, par exemple. Donc ça, c'était vraiment ceux qui se définissaient comme coach professionnel. OK, OK, je comprends. Puis effectivement, donc tu dis que c'est pas du tout réglementé, donc toi, tu as Mm. pu, te proclamer, coach à ce moment-là. Il y avait pas d'ordre, d'association, de formation, pour pouvoir avoir ce «titre» entre guillemets? Il y a, mais c'est pas obligatoire. Donc moi, je OK, l'ai fait un peu en suivant les choses beaucoup plus carrées parce que voilà, j'ai une éthique. Donc il y a l'ICF, qui est l'International Coaching Federation, qui regroupe en fait, ils essayent en fait de structurer un petit peu. Donc idéalement, on fait partie de l'ICF lorsqu'on est coach, mais on n'est pas obligé parce que il y a rien qui aucune oblige. ouais, OK. Mais et là aussi, ils ont une liste de formations qui est beaucoup plus euh, sérieuse, on va dire, parce qu'au moins il y a un suivi, parce qu'il y a aussi des formations de coaching, il y a aussi de tout et de n'importe quoi. Donc là, prendre une formation qui est euh, répertoriée par l'ICF, c'est un gage de sérieux. Donc j'ai aussi fait une formation de coaching, plusieurs formations de coaching d'ailleurs, pour savoir mieux quelles étaient les limites, pour pas justement aller dans le côté thérapeutique, mais je voulais mieux rester dans ce qui était vraiment propre au coaching. OK, je comprends. Puis, pour pouvoir faire partie de cette association, il n'y a pas de, je sais pas moi, de test, il y a est-ce qu'il y a quelque chose à payer justement ou est-ce que Ouais. c'est réellement une inscription libre? Alors faut payer parce que aux États-Unis on paye tout, hein, donc il faut payer l'inscription. Euh, Si on a fait une formation qui est reconnue par l'ICF, on peut l'indiquer et donc du coup ça permet d'avoir une reconnaissance encore plus ample. Et au terme d'assurance, parce que aussi aux États-Unis il faut toujours un peu se couvrir au niveau assurance professionnelle, ils proposent une assurance professionnelle de coaching internationale. Donc j'ai pris aussi l'assurance auprès d'eux, que j'ai depuis toujours d'ailleurs. OK, C'est une couverture finalement un peu en tant d'assurance, que quoi. professionnel, je Ouais. comprends. Puis à ce moment-là, c'était quoi les tarifs, de tes consultations, pour qu'on ait un petit peu une petite idée, Alors j'étais très ouverte, donc j'étais vraiment pas chère, très pas OK, chère, parce que mon objectif c'est vraiment d'aider le plus de monde. Et à ce moment-là, honnêtement, euh, financièrement, avec mon mari qui travaillait à Google, on était bien. Et j'étais naïve, parce que c'est là aussi, ça fait partie de faire attention lorsqu'on est en expatriation. Et j'ai pas forcément fait attention à moi. Si jamais on se séparait, ce qui est arrivé d'ailleurs par la suite, on avait financièrement le soutien de mon mari. Donc, je faisais des consultations à 50, $60. Ce qui, waouh, pour la Californie, n'est rien. c'est rien du tout, hein. Ouais, ce qui n'est pas OK, beaucoup. Ouais. Après, je montais un peu hein, quand même, hein, parce qu'au fur et à mesure, ça, je parle il y a très longtemps. ben Au oui. fur et à mesure, bon, bah, j'étais aussi de plus en plus reconnue, etc. Donc, je montais à 80. Voilà. Et actuellement, mon tarif, après 15 ans, en gros, à faire du coaching, je suis entre 120, 150. OK, Voilà. OK, je comprends, OK. Puis, donc combien de temps t'as fait ça, cette période-là, ce début finalement professionnel, aux États-Unis? Bah, ça a duré toute ma vie californienne. Donc, je suis restée en tout 13 ans en Californie. Donc, en comptant moins 5 ans en gros au début, bah, 7 ans, 8 ans. Mais entre-temps, vers la fin, donc je commençais vraiment à avoir des soucis de couple, on va dire qu'on sentait que ça allait plus très bien. Et parallèlement, j'avais de plus en plus de personnes en séparation qui venaient me voir. J'ai écrit de plus en plus d'articles. Donc toute cette période-là, j'écrivais quand même pas mal d'articles aussi. Je diffusais beaucoup sur ces difficultés, différents types de difficultés. Et comme j'ai écrit quelques articles sur les séparations, notamment en abordant aussi mes propres difficultés comme exemple en expatriation, quoi faire attention à ce genre de choses,
j'ai eu un retour énorme de personnes à différents endroits à travers le monde qui se séparaient et qui me faisaient part aussi de leurs difficultés. Donc, indirectement, j'ai eu un peu une spécialisation pendant un moment, vers la fin de ma période californienne, où j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et, euh, et il y a eu un groupe finalement Facebook qui s'est créé avec quelqu'un d'autre qui l'a créé sur les séparations en expatriation. Et elle a beaucoup pris ça en main. Donc, elle a énormément développé. Elle a développé davantage. Elle s'appelle Isabelle Téné, qui est pas psychologue, mais Isabelle Téné vraiment s'est occupée de ça. Et moi, j'étais un peu, je regardais un peu de loin. Je regarde toujours un petit peu de loin ce groupe-là, un peu un avis psychologue si je vois qu'il y a une crise ou quelque chose de majeur. Mais voilà. Ok. Moi, à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire davantage, et pas que des articles. Et donc, j'ai écrit un livre à ce moment-là qui est sorti en 2015 sur les répercussions psychologiques de l'expatriation. Parce que je me rends compte qu'il n'y avait rien, surtout en France, que tous les gens qui se préparaient en expatriation se préparaient de manière logistique, la valise, qu'est-ce que j'apporte, les écoles, la maison. Mais cette préparation personnelle, individuelle, n'était pas forcément pris en compte. Donc voilà, ça a été un peu ce que j'ai voulu faire en 2015, développer ça. Super intéressant, effectivement, même encore aujourd'hui où il y a beaucoup plus de contenu, je trouve qu'il y a encore plein de points qu'on aborde pas forcément ou qu'on n'a pas en tête avant de partir. Mhm. Peut-être si on fait une petite parenthèse, parce que je peux pas ne pas rebondir là-dessus. Quels sont selon toi les points majeurs qui aujourd'hui tu vois encore que ce sont des points qui sont pas forcément appréhendés, réfléchis par des futurs expatriés, donc ça, des points éventuellement de tension ou des points qu'on devrait avoir en tête finalement avant de se préparer au départ. Alors, de par mon expérience avec la séparation aussi, c'est vraiment l'indépendance financière pour moi, à mon niveau aussi, a été complètement mise de côté. Et notamment, l'une des choses, une grosse erreur que j'ai fait, que j'espère que les gens ne vont pas faire, c'est aux États-Unis, c'est très important d'avoir un credit history. Donc, c'est important d'avoir une carte de crédit qui permet de pouvoir montrer notre capacité à gérer une carte de crédit. Donc, on sait rembourser, etc. Moi, j'en ai jamais eu parce que j'avais une carte de débit, parce que j'étais un peu à la française où finalement, bah non, je ne veux pas acheter des choses à crédit, j'achète que si je peux. Et mon mari avait une carte de crédit, donc on n'en avait pas besoin de deux. Donc j'en avais aucune à mon nom. Et quand on s'est séparés, finalement, j'avais une crédit history à zéro. Mais c'était après plusieurs années, et donc pour pouvoir notamment louer un appartement, on nous demande un crédit history. Donc, je me suis retrouvée avec plein de difficultés à cause de ça. Donc, ça, je pense que c'est très important pour un couple. Un couple qui va très très bien, encore mieux. C'est pas pour juste parce qu'on a peur qu'on va se séparer. C'est vraiment surtout discuter. C'est un sujet parfois un peu tabou, mais financièrement, c'est important qu'il y ait en fait, une identité de chacun financière aussi, qu'on ne s'oublie pas. Et ça, c'est parfois l'erreur de beaucoup de conjoints qui sont mamans avant tout et qui finalement se mettent un peu de retrait et qui veulent pas du tout euh, demander quoi que ce soit. Mais c'est pas demander. Je pense que c'est important aussi d'avoir une place à ce niveau-là. L'autre chose qui est vraiment importante, c'est justement par rapport à ça, c'est pas juste financièrement, c'est aussi euh, professionnellement, mais même au niveau du bien-être, beaucoup de mamans se sacrifient et sont dans le mode ah non, 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 mes enfants d'abord, ce qui est très, très bien, je comprends en tant que maman, mais c'est pas au détriment de moi-même. Donc parfois, j'ai des personnes qui sont venues me voir quand elles étaient déjà un peu trop à bout ou avaient vraiment perdu beaucoup d'estime personnelle pour finalement se dire maintenant, il faut que je fasse quelque chose. C'est pas mal de le faire avant et de ne pas s'oublier, quoi. Ce côté, on s'oublie, et ça, c'est vraiment quelque chose que parfois j'ai un peu.
Oui, on s'oublie pour l'autre, donc le conjoint qui nous donne cette opportunité et donc qui va dire, on va dire principalement au travail et on Mhm. s'oublie pour les enfants parce que, bon, bah, c'est moi qui m'occupe des enfants, il y a plus de famille autour de moi non plus. Lorsqu'on est expatrié à l'autre bout du monde, Ouais. il y a aussi une gestion familiale totalement différente. On connaît pas forcément les services de garde, des fois c'est difficile d'accéder justement à ce type de service. Ok, je comprends, super intéressant. Puis justement pour éviter de s'oublier dans cette période un peu charnière, donc consulter un professionnel, mais est-ce que tu aurais d'autres ressources que tu pourrais suggérer? Alors déjà, les ressources, elles sont généralement en soi. Ça, je pense qu'on Mm. les oublie. C'est déjà s'interroger qu'est-ce que j'aime faire. Qu'est-ce que je suis, même indépendamment du travail, si jamais on peut pas le faire, est-ce qu'il y a des choses qui m'animent, des choses que bah, j'ai toujours fait de la danse, moi j'ai toujours fait de la peinture, j'ai toujours fait de la musique, enfin, si on a des hobbies, c'est très important de les maintenir. Parce que même à travers les activités en dehors du travail, on peut se créer un réseau. Les personnes qui adorent euh, la danse peuvent s'inscrire à un cours de danse aussi et maintenir et finalement retrouver des gens qui auront les mêmes intérêts. Euh, donc c'est pas égoïste que de maintenir aussi quelque chose qui nous fait du bien. Donc ça c'est déjà s'interroger sur quelles sont les choses qui me plaisent, quelles choses que j'aime. Puis une maman heureuse, un conjoint heureux, c'est bon pour tout le monde aussi. Si on est finalement dans une certaine frustration, c'est important de se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut faire même au niveau familial avec mon couple pour que ça aille mieux. Parce que c'est important que le conjoint s'interroge aussi. Si le conjoint travaille, euh, il a souvent un stress important aussi, hein. Quand il y a un couple qui un travaille et l'autre travaille pas, celui qui travaille a la responsabilité aussi, parfois aussi la culpabilité d'avoir emmené toute la famille. Donc c'est pas forcément évident. Et parfois il y a des tabous hein, qui peuvent s'installer dans le couple, dire bah, on va plus parler de mes problèmes de travail parce que du coup l'autre va dire bah oui mais toi tu as de la chance de travailler, moi je peux pas travailler. Et du coup il y a des choses qui s'installent de l'ordre du tabou et ça crée des monstres. Ça crée des monstres finalement qui séparent un peu les couples. C'est important de pouvoir toujours continuer à parler de quelles sont les difficultés de l'un, quelles sont les difficultés de l'autre et comment on peut s'entraider. Oui, être dans l'écoute finalement. Mm. Ok, super intéressant. Donc, être dans l'écoute de soi, ses propres loisirs, maintenir des activités pour soi, éventuellement un cercle social qui nous appartient, et être dans l'écoute de l'autre pour Ouais. faire comme une équipe Mm. où on respecte voilà, la réalité de chacun. Ouais. Ok, bon, merci beaucoup. Je pense on peut fermer la parenthèse ici pour justement te donner la parole sur qu'est-ce qui s'est passé ensuite au niveau professionnel, donc après Mhm. voilà toute cette transition et cette aventure dans le coaching en Californie. Après, en fait, au même moment, grosso modo, un an après avoir écrit mon livre, euh, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, mon nouveau conjoint, qui est actuellement en fait mon nouveau mari, américain, qui avait le projet de s'installer sur la côte Est. Parce que lui aussi était divorcé et ses enfants étaient sur la côte Est et il voulait se rapprocher. Moi, mes enfants, à ce moment-là, ma fille euh, partait en école supérieure, enfin, elle faisait une école de graphic design et elle restait en Californie, mais elle faisait ses études. Et mon fils commençait le lycée. Donc, on a décidé, en fait, de tourner la page californienne et on est parti sur la côte Est. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé dans le New Jersey. Moi avec mon fils et mon nouveau conjoint. Euh, et vu que là maintenant j'étais avec un Américain, la question que je me posais tout le temps, c'est combien de temps je reste pas aux États-Unis, parce que ça semblait un petit peu plus sûr que j'allais rester. Et donc finalement, je me suis décidée de faire toutes les démarches pour reconnaître mon diplôme de psychologue aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je l'ai fait à ce moment-là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment différent en fait comment ça fonctionne. Le diplôme de psychologue n'est pas reconnu aux États-Unis.
Mais déjà, la première chose, c'est que les États-Unis en soi, ça n'existe pas. Ce sont des États. Donc, il faut faire reconnaître son diplôme dans l'État où on veut travailler. Il n'y a pas une reconnaissance du pays. C'est par État qu'il faut en fait faire les démarches. Pour être psychologue, la plupart du temps, en fait, aux États-Unis, ça équivaut à avoir une thèse, donc avoir un PhD. En France, on a un équivalent de master. Donc déjà, c'est pas un psychologue. Parce que si on veut être psychologue, il faudrait faire avec le board de psychologie qui réclame un PhD. Donc avec un niveau de master, il y a 3 types de reconnaissance qu'on peut avoir. Soit on fait le master de social worker, c'est assistant Travailleur social, social. travailleur Ouais, social, mais c'est pas comme la France, donc c'est social worker. Soit on fait la maîtrise, le master de MFT, Marital and Family Therapist, qui se trouve un peu plus sur la côte ouest. Donc en Californie, il y a beaucoup de MFT. Soit on fait le master de euh, Licensed Professional Counselor, donc counselor, qui se retrouve plus sur la côte est en fait. On a beaucoup de LPC, soit ça s'appelle LPC, soit ça s'appelle LMHC, License of Mental Health Counselor. Donc c'est counselor à la fin, il y a le C. Donc voilà, donc il y a ces 3 types en fait de professions, social worker, MFT ou counselor. ok. Puis pourquoi tu dis que ça se retrouve plus sur la côte ouest, est? Est-ce que tu parles en termes de formation qui sont dispensées plus d'un endroit ou de l'autre ou juste en termes de nombre de professionnels? Nombre de professionnels liés à la puissance du board. Le board, c'est ce qui chapeaute ça. Et quand le board est puissant, le board a plusieurs en fait liens, connexions. Notamment, le board des social workers est très puissant parce que il est très vieux ce board-là. Il est là depuis tellement longtemps qu'en fait, il y a pas mal de social workers dans les hôpitaux. Et après, C'est reconnu, la c'est profession est reconnu, mais reconnue après dans on se le... recrute entre soi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est social worker va vouloir recruter un autre social worker. C'est un peu ce qui se passe en termes des universités. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est diplômé de Harvard, souvent en fait, il y a un peu les alumni. Donc on recrute d'autres personnes de Harvard. On a tendance un peu, ça fonctionne un petit peu comme ça aussi aux États-Unis. Il y a un petit peu cette mentalité de corporation, voilà. Et donc sur la côte ouest, les MFT sont plus représentés et vont plus se représenter quoi. Et Counselor, c'est un petit peu récent aussi. C'est pas très Ok. très vieux le board, donc il y en a un petit peu plus ici. Ok, puis pour bien comprendre, est-ce que tu dirais qu'il y a un board par État? Il y a un board par profession, par État. Ok, Donc c'est pour ça, moi, ok. pour travailler dans le New Jersey, j'ai dû faire reconnaître mes diplômes par le Board de Counselor du New Jersey. Ok, C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, le board a au-dessus. C'est plus compliqué que ça. Il y a un grand board avec des mini-boards. Mais ok. de Puis toute façon, il faut. Ouais. est-ce que si on fait un parallèle, même si évidemment c'est pas exactement ça, mais pour qu'on ait une petite idée, est-ce qu'il y a l'ordre professionnel? C'est Est-ce qu'il ça, y a un ordre professionnel c'est ça. ok, puis c'est le big board, l'ordre professionnel, ou est-ce que c'est chaque ordre, un petit ordre dans chaque État? Non, il y a le big board. Ok, Le- qui chapeaute tous les petits États avec des petites Non, par associations État, par État. par État. Ah ok, pardon, ok, par État. Il y a un ordre par État qui chapeaute différents ordres. Oui, ok, parfait. Donc ça veut dire qu'il y a un ordre des professions, je dis n'importe quoi, sociales, qui Ouais, chapeaute voilà, c'est ça. toutes les professions, donc psychologue. Psychologue, c'est à part. Ah oui, excuse-moi. Donc travailleur social, etc., etc. Ok. Disons que là, là, dans le New Jersey, et c'est différent dans chaque État, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder dans l'État où on est comment ça fonctionne. Dans le New Jersey, il y a un ordre des professions paramédicales où là, il y aura les counselors, mais il y aura aussi les professionnels des addictions. Il y aura aussi ceux qui vont être dans les arts créatifs.
Donc c'est un autre board dans ce grand Art thérapie, board-là. par exemple. Voilà. L'art thérapie, musique thérapie. euh, donc tout cela font partie, c'est des petits boards de l'ordre de ce board-là. Mais il y a un autre board pour les social workers qui est indépendant et il y a un autre board qui est indépendant pour les psychologues. C'est Ok, pour je ça, comprends. c'est un peu compliqué. C'est très important lorsqu'on arrive, notamment aux États-Unis, dans un État, de prendre un moment pour essayer de comprendre ça. Si on veut travailler dans son État, il faut un peu comprendre comment ça fonctionne dans cet État-là. Donc demander à des gens qui sont là, même s'ils ne sont pas français, mais, parce que ce n'est pas que les Français, c'est pour tout le monde, comment ça fonctionne. Donc demander vraiment avoir plus d'informations, puis même contacter le board directement en disant voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment ça fonctionne. Parce qu'ils sont plus ou moins souples en fonction de chaque État. Ok. Puis si je veux avoir les contacts du board, je mets board New Ouais, Jersey, ouais, puis je mets la profession qui m'intéresse. voilà. Ok. Ok, parfait. Super intéressant. Donc toi, donc ça, c'est les différentes alternatives. Tu as choisi une de ces trois alternatives? Oui, alors déjà, j'avais fait avant, et ça je recommande aussi, d'avoir tous les papiers des diplômes français, d'avoir tous les descriptifs des cours qu'on a fait lorsqu'on avait fait les diplômes, etc. Par chance, j'avais ça. Parce que pour pouvoir faire une reconnaissance, il fallait que je fasse une description de mes cours, des nombres d'heures que j'avais passées en France. Enfin, c'est quand même un gros travail. Donc ça, c'est bien l'avoir. Et avec ça, j'ai pu faire reconnaître mon bachelor, donc la licence. Je pense que voilà, c'est la licence, c'est le bachelor pour les États-Unis. J'ai pas eu à le faire. Donc ça, ils ont accepté le français. Ok. Ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est le master. Qui pour moi, à l'époque, j'avais un DESS. Qui n'existe plus en France, mais à l'époque, c'était DESS. Donc c'était un bac plus 5. Donc ces dernières années, ça, on ne le reconnaisse pas. Et notamment, ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas les heures de stage. Il Hmm. faut, pour pouvoir être accepté par le board, avoir les 800 heures de stage, mais à partir du moment où on est dans l'État. Donc, toutes mes expériences professionnelles antérieures, ça, ils n'en ont rien à faire. Puis est-ce que on parle, parce que j'essaie de faire le comparatif avec l'équivalence au Québec, est-ce que c'est un petit peu aussi un système américanisé? Est-ce qu'on parle d'heures de stage ou d'heures d'internat? Internship, c'est Ah, ok, internat. c'est ça, internat, effectivement. Donc la différence, pour ceux qui savent pas, c'est que c'est quand même une pratique où tu es plus autonome. C'est pas juste de l'observation, là. Il faut Ah vraiment te non, mettre en pratique. Tu es ouais, supervisé par quelqu'un qui est lui-même membre du board, ouais. justement. Donc, c'est ça. C'est pas un stage comme on peut l'entendre Oh, ouais, ouais. au début d'études, là. Vraiment pas, hein. Ah non, 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 c'est un stage où il faut juste. C'est pour ça que c'est bien de le faire en même temps qu'on refait le master, parce qu'il y a des contacts avec l'école, avec l'université. C'est pas juste on demande à quelqu'un est-ce que je peux venir travailler chez toi. Non, il faut que ce soit reconnu, les endroits. Donc généralement, c'est dans des hôpitaux ou dans des endroits qui sont. Et on fait un travail effectivement direct, quoi. Puis, t'es payé pendant parce que Mhm. c'est ce que tu as fait, toi, hein? Non, Ah t'es ouais. pas payé? Ah non. Waouh. Ok, Ah non, nous, on non. est payé ici au Ah Québec. bon? Ah non, non, Ouais. là, rien. Rien. Et puis vraiment au travail, hein. Surtout que comme moi, il savait que j'étais déjà psychologue, donc il me laissait complètement indépendante. Donc, non, 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 même. Waouh, ok, bon. Puis donc, est-ce que c'était facile pour toi de trouver justement voilà, un superviseur, un milieu d'internat? Comment ça s'est Parce passé, que j'ai cette refait mise mes en place? études. Donc, en faisant la maîtrise, Ok, j'étais dans le cadre. Alors, ce que j'ai voulu faire aussi, parce que refaire directement une maîtrise, ça me mettait un peu en colère quand même, parce que j'étais assez frustrée en me disant, bah, j'ai quand même mon diplôme, j'ai quand même travaillé, enfin, puis je me retrouvais avec des petites jeunes, quoi. Donc, c'était un peu, mes professeurs, je me rappelle deux de mes professeurs avaient moins d'années d'expérience professionnelle que moi, donc c'était un un peu peu frustrant. dur, un peu frustrant. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est un double cursus de counselor et de art thérapeute. Parce qu'au moins, je me disais, bon, bah, j'ai toujours aimé l'art ça fait partie de ce que j'aime, mais j'ai pas du tout de connaissances professionnelles de l'art en tant que thérapie. Donc, au moins, j'apprends quelque chose de nouveau. Et en réalité, j'ai quand même appris quelque chose de nouveau. Même en dehors de l'art-thérapie, euh,
ça a été une grosse école d'humilité aussi pour moi, parce que il y avait 20 ans de différence entre mon diplôme français et le diplôme actuel. Le monde a changé. À l'époque où j'ai eu mon diplôme en France, Internet, pas trop ça, quoi. Et pas Google. Donc, mes recherches, c'était à la bibliothèque qu'on les faisait, quoi. J'ai fait mon mémoire de recherche avec la machine à écrire, hein. Donc, les choses Waouh. étaient, ouais, c'était l'autre siècle. Donc, c'était vraiment différent. Le monde a changé. Donc, c'était très important aussi de, de revoir finalement, de refaire des études dans un monde euh, différent et aussi culturellement très différent. Parce que là, c'était une mentalité américaine. Les Américains, ils ont une autre approche. Moi, j'avais été formée vraiment avec une approche très psychanalytique, parce que c'était vraiment très, très, très psychanalytique. Et maintenant, ici, ils sont très, très, très comportementalistes. J'avais presque pas étudié le comportemental. C'était un gros mot à l'époque. On disait pas ça. Donc, j'avais pas mal de lacunes sur tout ce qui était développement euh, comportementaliste, qu'on appelle ici CBT, DBT, tout ce genre de choses, je connaissais pas. Donc, euh, donc finalement, j'ai appris beaucoup de choses et c'est pas plus mal. Je dis toujours que c'est mon diplôme 2.0. Donc, il y avait c'est une mise à jour quoi que j'ai eu. Donc, c'est pas plus mal. Non seulement l'art-thérapie, c'était vraiment très intéressant de l'apprendre, mais aussi c'était une mise à jour très importante. Et puis aussi pour l'anglais. Euh, Là, Oui, j'étais avoir un vraiment, lexique vraiment voilà, professionnel. ouais, ouais, Ok, super intéressant. Puis, juste si on revient un tout petit peu en arrière, donc là, tu as refait une maîtrise, c'est ouais. l'équivalent de la maîtrise. Donc, est-ce que c'est facile en tant qu'expatrié qui n'a pas du tout fait son cursus académique au New Jersey de reprendre une maîtrise, d'être accepté dans un programme? Bah, parce que j'avais fait tous ces papiers administratifs avant où ils reconnaissaient le bachelor. Donc ça, c'était facile. Pour pouvoir après être accepté dans une université, il faut faire une candidature. Et souvent dans les candidatures, ils demandent des lettres de recommandation. Ça, moi, j'en ai pas de lettres de recommandation parce que je n'avais pas demandé à mes professeurs. Donc ça, c'était pas forcément évident. Donc j'ai dû un petit peu me battre. Donc je suis allée voir la responsable de l'université. J'ai dû aller défendre mon projet, lui expliquer. Et puis donc elle a accepté. Donc ça n'a pas été si compliqué, mais il a fallu un petit peu se vendre, quoi. Ok, parce qu'effectivement, ça répond pas à tous les critères Ouais, classiques oui, de par ton expérience effectivement singulière. ouais. Puis au niveau des coûts, ça coûte combien de faire... Donc c'est 2 ans, hein, double maîtrise que tu as faite durant 2 années, c'est ça? Trois, 3 avec le internat trois avec qui a dû l'internat et le rallonger. Covid. Ah, ok, effectivement, Donc c'est effectivement, t'as un pas eu de petit chance. peu rallongé, mais généralement c'est 2 ans. On dit entre Ok, 2 et 3 parce que ça dépend aussi combien de temps, comment on fait avec l'internat, l'internship. Mais moi, c'est un petit Covid a bousculé un petit peu parce qu'on ne pouvait pas faire de stage pendant un moment. Enfin, voilà. Mais voilà, entre 2 et 3 ans. Alors, ça dépend de l'université où on est. L'université prestigieuse va coûter très cher, ça va être plus difficile de rentrer. L'université dans laquelle je suis allée n'est pas une université prestigieuse. C'est une petite université, mais c'est la seule qui propose l'art-thérapie dans le New Jersey. Donc, de toute façon, je n'avais pas le choix, c'était celle-là. Euh, En tout, je pense que ça a dû me coûter 60 000 dollars, ok. quelque chose comme ça. Et c'est une université pas chère. Oui, ce que j'allais Euh, demander. mm, mm. C'est Puis- vraiment pas très cher. Peut-être 70 000 peut-être. ok. Mais une université prestigieuse peut facilement, c'est 50 000 l'année. Donc, on n'a plus qu'à faire le calcul. Là, on passe les 100 000 très rapidement. Oui, ouais. Ok. Puis, est-ce que, si c'est pas une question indiscrète, toi, tu as dû faire un prêt bancaire, c'était accepté, ou est-ce que tu avais suffisamment voilà, de fonds pour te permettre de payer ça cash? Alors dans ma logique quand même, et c'est là où il faut réfléchir et c'est là où il faut faire au moment du divorce, ça faisait partie de mon divorce en disant, bon, bah, j'ai accompagné toutes ces années, j'ai un peu renoncé professionnellement. Donc, dans les accords, c'était, bah, il me payait ma reconversion professionnelle, enfin, au niveau études, reprendre mes études pour que je puisse travailler. Donc, ça faisait partie des accords du divorce. Donc, j'ai eu cette chance-là.
C'est effectivement une belle chance, quelque chose que tu as anticipé qui t'a, j'imagine, donné un C'est là où gros coup. il faut y réfléchir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est la Puis, difficulté dans le divorce, c'est que parfois on est tellement dans l'émotion. Comme on est mm, dans l'émotion, on n'est pas forcément dans dans la, la réflexion et mm. que qu'il faut garder vraiment un côté un peu, c'est pour soi, quoi. Donc il y a un côté un peu réfléchi à avoir aussi à ce moment-là. Bien sûr, puis justement, divorcer, donc tu as dû divorcer avec mais aux États-Unis, en fait, tu as dû Mhm. faire appel à un service pour faire un divorce officiel aux États-Unis. Est-ce que tu as eu un médiateur? Est-ce qu'il y a ce type de service qui a pu t'aider justement dans cette transition-là? Alors j'ai trouvé une avocate, donc j'ai divorcé en Californie quand j'étais encore là-bas. Donc j'ai divorcé j'ai trouvé une avocate qui était franco-américaine. Ok, donc ça a Donc dû ça t'aider me, voilà, d'avoir le... Ouais, pour qu'elle comprenne un peu, parce que notre mariage était en France, et puis pour comprendre culturellement aussi. Donc pour moi c'était important que j'ai ce soutien de quelqu'un qui puisse un peu mieux m'aider, même si elle n'était pas très francophone, hein. En fait elle est plus américaine que française. Mais enfin, elle parlait plus anglais que français, c'est-à-dire qu'elle avait un peu perdu son français. Mais quand même, de temps en temps, si je lui parlais en français, elle le comprenait, quoi. Donc, si moi je me sentais un peu démunie pour m'expliquer, elle arrivait à comprendre quand même. Donc ça, ok. ça aide. Et ça, c'est important aussi de le dire que quand il y a des personnes qui ont un divorce, de voir avec le consulat, parce que très souvent dans le consulat, il y a une liste de professionnels qui parlent les deux langues ou qui sont français. Ok, super intéressant effectivement. Puis donc toi, t'as fait donc cette formation, ces études Mhm. en complémentarité. Tu as été diplômée. Est-ce que tu as eu la belle cérémonie comme on peut voir dans les films? J'étais supposée la voir et Ah, le j'avais tout cool. mon... Non, 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 elle l'a eu. Mais la veille, ma fille a fait sa graduation aux États-Unis, enfin en Californie, quoi. Et donc je voulais pas louper la graduation de ma fille, que je trouvais quand même que c'était plus importante. Donc j'ai loupé la mienne parce qu'il fallait que je vienne. Mais pour moi, c'était un peu le folklore, c'était un peu rigolo, mais c'est beaucoup plus important d'être à celle de ma fille que la mienne. Voilà. Donc j'avais Ok. tout mon petit truc que j'ai gardé de côté. Mais j'ai rencontré des gens très 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 sympas en- dans mes cours parce que j'ai des copines qui sont venues avec tous leurs trucs, qui sont venues chez moi après quand je suis arrivée et on a fait en fait une espèce de pseudo graduation party dans mon jardin avec les copines. Oh, Donc j'ai pu mettre mon petit truc, on a fait des photos. Donc oh, et les gens sont très sympas aux États-Unis. c'est le fun. Puis justement, Mm. comment ça se passait les cours? Est-ce que tu as vu une différence entre les cours que tu as reçus en master en France, VS aux États-Unis? Si oui, lesquels? Alors justement, côté sympa, j'ai trouvé une grosse différence. Les personnes, l'ambiance était vraiment très sympathique ici, très sympathique. Vraiment, elles étaient beaucoup plus jeunes que moi, mais elles m'ont jamais fait sentir que j'étais la grand-mère du truc. Vraiment, bon, il y avait d'autres gens qui étaient un peu plus âgés, mais vraiment copinage très sympa. Mon souvenir en France à l'époque, c'était très dur. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de, il y avait une compétition. C'est le souvenir que j'ai, c'était très compétitif à l'époque. Donc ça, il y a une différence. C'était pas compétitif ici, quoi. C'était plutôt très collaboratif. Donc ça, Ok. c'était ouais, ouais, très très collaboratif. Donc ça, c'est sympa. Après, au niveau euh, les cours en soi, j'ai trouvé que les cours en France étaient beaucoup plus pointus. Et notamment, l'une des différences, c'est parce que comme en France, on est psychologue, on est formé à plein de choses, notamment les tests qu'on fait pas ici. Donc ici, on n'a pas du tout tout ce qui est test. Les questionnaires psychométriques, par Non, exemple. voilà. Tout ça, on n'est pas Ok. formé du tout. Alors que ça, on a été formé énormément en France. Donc j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pointu en France et peut-être ouais, plus riche en France qu'ici. Ok.
Puis, est-ce que les cours, c'est aussi, parce que c'est pas mal le cas, en tout cas au Québec, c'est très collaboratif au niveau doctorat. Voilà, c'est des petits groupes, on fait Mm. beaucoup des jeux de rôle, on fait des exposés, etc. Donc Ouais, c'est vrai que c'est une autre forme ouais, d'apprentissage, mais c'est vrai que peut-être ça laisse moins la place à du par cœur très pointu ou des ouais, choses un peu plus ouais. pointues. C'était le cas aussi pour toi? Oui, oui, c'est pour ça que je pense que quand je dis que c'était compétitif en France, c'est parce que je pense que c'était très individuel aussi, c'était chacun pour Oui, soi, quoi. oui. Alors que ici, non, c'est beaucoup de travail d'équipe, effectivement, qu'on fait. Très, très souvent, on fait, donc on s'entraide beaucoup, ça crée une très belle ambiance et donc on allait tous à la bibliothèque travailler ensemble. Bah, jamais je l'ai fait en France, hein. Donc, ouais, 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 c'est très collaboratif. Ok. Puis est-ce que c'est un contrôle continu ou est-ce que c'est comme en France en master où tu as la note de la fin qui va tout déterminer? Il y a les deux. Il y a les Ok. deux. Donc, en fonction des classes, il y a des notes qu'on a continuellement, et puis il va y avoir 30% qui va être l'examen final ou quelque chose comme ça. En fonction des classes, cette note finale a plus ou moins de poids. Ou parfois, il n'y a pas du tout de contrôle final, c'est que du contrôle continu. Ça dépend des classes, quoi. Ok, je comprends. Puis est-ce que, donc je sais pas quelle était la voie que tu aurais dû emprunter pour réellement être psychologue avec le titre de psychologue dans le New Jersey, mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé? Je me suis un peu posé la question à un moment, mais c'était faire une thèse. Donc, c'est faire un C'est ça, tu PhD. dois Donc, refaire c'est un de doctorat toute de... façon, il faut faire la maîtrise, et après la maîtrise, c'est Oui, continuer. ok. Bon, là, j'en avais un peu assez parce que au final, j'avais quand même envie de retravailler en tant que thérapeute. Donc, je me suis posé la question quand même. Mais voilà, Ouais. Puis aussi au niveau financier, ah donc oui, c'est pas forcément toi ton défi, voilà, de par la situation, mais j'imagine qu'il y a aussi un coût financier quand même assez important entre les deux options. oui, mais parfois, on peut avoir une aide financière lorsqu'on fait une thèse. Si on devient un professeur, euh, qu'on donne des cours à Ok. l'université, on peut en fait avoir quelques financièrement des arrangements. Ok. Mais j'ai pas poussé là-dessus. Mais Ok, je comprends. Puis, est-ce qu'il y a une grosse différence aussi entre voilà, la qualité de vie, voilà, le salaire que tu peux avoir, donc par exemple toi dans l'avenue que tu as choisie, VS après un doctorat en tant que psychologue? Alors, financièrement, on est mieux payé. C'est ça, on rentre dans une autre tranche. Donc là, je travaille dans une société qui a plusieurs thérapeutes et des psychologues au sein de la même société. Donc c'est eux qui nous payent, qui nous donnent un pourcentage en fait, parce que en fait ils prennent l'assurance santé. Donc les personnes qui viennent voir payent que la copay, qui paye le pourcentage de l'assurance santé, et donc ma société nous repaye. Et il y a différents degrés de combien on est repayé par eux. Quand on a un psychologue, on est beaucoup plus que quand on est juste avec un titre de master. Et dans le titre de master, il y a aussi un sous-titre que je vais expliquer un peu plus après. Mais les psychologues qui sont dans cette société, par exemple, il y a certains psychologues qui décident d'être thérapeutes, donc ils font de la thérapie, et il y a certains psychologues qui font que des tests. Ils font pas du tout de suivi thérapeutique. Donc Est-ce que c'est des neuropsychologues finalement? c'est des neuropsychologues, mais c'est parce qu'ils ont ce titre de psychologue. Et que quand on a le Mais titre on de les appelle pas psychologue, neuropsychologues. non. Il y a aussi des Pourquoi pas? neuropsychologues qui ont un titre de psycho, notamment celui qui travaille juste à mon bureau à côté, il est psychologue. Il n'est pas neuropsychologue, mais il fait que des tests. Puis quand tu dis il fait que des tests, il fait des tests à visée diagnostic ou est-ce qu'il Oui, fait des tests Ok, donc vraiment, on va dire un job qui s'apparente au neuropsychologue finalement. ouais, 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 Ok. ouais. Ok, puis donc c'est quoi les... Donc toi, je sais pas si tu es à l'aise de parler de ça, mais avec voilà, ton statut, quel est le salaire qu'on peut prétendre à ce moment-là? VS, par exemple, un psychologue qui a fait le doctorat, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, c'est là où on rentre dans les choses qui sont un peu plus compliquées aussi, notamment aux États-Unis, lorsqu'on va voir un thérapeute, il y a deux moyens d'aller voir un thérapeute. Soit on va voir quelqu'un qui est in-network, soit on va voir quelqu'un qui est out of network. Donc ça fonctionne avec l'assurance santé de la personne. Si c'est in-network, ça veut dire que son assurance santé sera prise en charge.
Et donc là, généralement, ces psychologues travaillent dans une société un peu comme la mienne, où je suis là actuellement. Donc on n'est pas super bien payé parce que c'est un peu pris par l'entreprise qui en même temps nous donne un bureau, qui on recueille tous les patients. Donc il n'y a jamais un manque de patients, par exemple, parce qu'il y a toujours un flot de patients. Il y a pas mal Oui, de donc un vrai choses. service Voilà, il y a une administratif et de secrétaire, il bureau. y a pas Oui. mal de choses. Donc tout ça, c'est déduit finalement. Euh, voilà. Ou on est out of network. Et out of network, c'est par exemple si on se met à son compte et moi j'ouvre mon cabinet toute seule. Et donc la personne doit payer d'abord mon salaire et après elle demande à son assurance de se faire rembourser en partie. Ok. Là, généralement, beaucoup de gens sont out of network et peuvent demander en fait un tarif qui est très élevé. Et c'est très variable. Après, qu'on soit avec une maîtrise ou un psychologue, ça change rien parce que enfin, le patient, ça lui est égal, quoi. Et puis, généralement, ça va de 150 dollars la séance ça peut aller à 300 dollars, 400 dollars, voire plus pour ceux qui sont un peu des stars, voilà. Donc, ça, c'est ces deux parties. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'une fois qu'on a la maîtrise, c'est pas fini. Parce qu'une fois qu'on a la maîtrise, qu'on a tous les papiers au board, ça y est, voilà mon diplôme, voilà tous les cours, j'ai bien suivi, voilà mes heures d'internat, voilà tout ça. Ils disent OK. Et puis il faut un examen. Il faut passer aussi un examen. Ok. Indépendant de tout ça, il faut passer l'examen qui fonctionne pour le pays, pour le coup, pour ça, de counseling. Une fois qu'on a ces trois choses, on obtient une licence Associate Counselor, LAC. Et donc ça veut dire qu'on a le droit de travailler, mais on n'a pas le droit de recevoir de l'argent directement à notre nom. Donc on n'a pas le droit d'être sur quelque chose où on ouvre notre cabinet tout de suite. Ça, on peut pas. D'accord. On est obligé d'être sous supervision pendant un nombre d'heures particulier. Chaque État a un nombre d'heures différent. C'est là où le board définit son nombre d'heures. Le New Jersey a des records du nombre maximum d'heures sous supervision à avoir. Parce que ici, il fallait avoir 4500 heures de travail sous supervision. Mais ça fait quoi? 4 ans en fait? Ça fait 3 ans, en gros. 3 ans ouais, si on travaille, mais alors beaucoup oui, c'est d'heures ça. par Si tu semaine, prends. quoi. Oui. Waouh. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, travaillent dans ces centres un peu comme je suis, moi, parce on est sûr d'avoir beaucoup de gens qui vont venir parce qu'ils ne payent pas beaucoup les séances, parce que c'est pris en charge par l'assurance. Donc voilà, on peut avoir pas mal d'heures. Mais donc là, il y a différents tarifs. Si on a le LSI, on est moins payé que si on a le LPC, où on est indépendant. Donc dans ma société, il y a aussi ces différents. Il y a pas mal de gens qui sont LPC, donc ils sont mieux payés que moi qui suis LSI. Ok. Waouh, quel parcours quand même du combattant. Tu penses avoir terminé, mais en fait non. Ah oui, mais ça, faut le savoir. Ça, je le savais, hein. Mais à la rigueur, on travaille quand même déjà, hein. Moi, je Bien sûr. travaillais. Puis là, pour le coup, tu es vraiment payé, même si, bon, j'imagine la supervision, tu dois la payer. Ben, ça dépend où tu travailles, mais là où je suis, non, ils me Ok, la c'est fournissent, compris quoi, ouais. aussi. Et les Ok. formations, parce que aussi aux États-Unis, on est obligé de faire des heures de formation pour pouvoir renouveler sa licence. On a une Mhm. licence que pour 2 ans. Ok. Donc, quand on renouvelle, il faut prouver qu'on a fait 40 heures de formation. Voilà. Donc là, dans mon entreprise, par exemple, ils, ils nous offrent les formations. Donc, on n'a pas à les payer. Ok, donc effectivement, c'est quand même intéressant. Et donc, je comprends bien que les tarifs, la rémunération varient beaucoup en Oui. fonction de chaque situation. Ouais. Et puis là, c'est un cas où je travaille avec des clients qui viennent me voir parce que, bon, bah, ça, c'est quelque chose que je connaissais déjà, donc j'avais pas de problème avec ça. Pas mal de mes copines d'école, elles sont pas allées dans ce genre de choses parce qu'elles se sentaient pas prêtes. Ce qui, au final, est une bonne chose aussi parce que c'est une sorte de protection. Quelqu'un qui vient d'être diplômé, qui a pas forcément beaucoup d'expérience de vie et puis qui ouvre son cabinet, ce serait aussi un peu. Donc, il y a Ouais, une logique hein, d'être en sous-supervision pendant ce temps-là. Mais ouais. beaucoup de gens vont travailler plutôt dans des hôpitaux ou dans des centres
euh, d'adaptation, ou donc ils sont avec une équipe, Une structure, une vraiment, une structure. Ouais, structure à part entière. c'est plus souvent le cas d'ailleurs. Ok, ok, super intéressant. Donc là, t'en es où dans ton... Il te reste combien de temps de supervision finalement? C'est bon, Waouh, ça y est, j'ai félicitations! mes heures. Et tes projets, tu as l'intention de rester dans cette structure-là ou est-ce que tu as d'autres choses en tête pour la suite? Parce que là, donc, tu as terminé réellement ce parcours de Ouais. reconversion. Bravo à toi, parce que ça a l'air d'être Merci. quand même très demandant. Bah, en fait, en même temps, je continuais un peu mon coaching. Enfin, donc je faisais. Ce qui était très bien aussi, c'est que là, pendant toutes ces années-là, j'ai travaillé énormément en anglais. Ce que j'avais jamais vraiment fait avant parce que je me sentais pas capable. Là, maintenant, je travaille beaucoup en anglais. Je travaille quand même encore un peu en français. De temps en temps, j'ai des personnes francophones qui viennent me voir. Et puis, je suis hispanophone aussi. Donc, j'ai aussi des hispanophones qui viennent me voir. Alors maintenant, c'est encore en questionnement. Est-ce que je me mets à mon compte? Ça implique plus de liberté, mais en même temps, j'en ai quand même un peu là. Mais ça implique des difficultés aussi parce qu'il faut trouver un bureau, il faut trouver certaines choses. Ou je fais d'autres choses qui est plus travailler en entreprise. Ça me plairait bien aussi parce que je le fais de temps en temps, de faire organiser des workshops, ce genre de choses, des ateliers. Donc voilà, je suis un peu en réflexion. Ok, ok, je comprends. Puis toi qui as vu donc la partie plus coaching et la partie justement plus psychothérapeute, est-ce que Mhm. c'est le terme, ok, c'est un terme juste. Ouais. Euh, Quelle est la grosse différence, toi, les grosses différences que tu vois dans ces deux pratiques-là aux États-Unis? Alors, si on a une éthique, lorsqu'on fait du coaching, on travaille avec des personnes qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir travailler dans le coaching. Donc, elles sont pas en difficulté majeure émotionnellement ou de manière cognitive. Euh, c'est la grosse différence. En psychothérapie, je vais pouvoir travailler avec des gens qui ont des pensées suicidaires ou qui sont en forte dépression ou des troubles finalement cognitifs ou émotionnels qui sont beaucoup plus appuyés, beaucoup plus importants. Donc ça, c'est la grosse différence. On va travailler vraiment pour euh, être à nouveau bien, à nouveau trouver une sorte d'équilibre de vie, alors que dans le coaching, on est bien, mais il y a une partie de soi qui est un peu en difficulté professionnelle ou identitaire un petit peu. Mais on arrive quand même à être À suffisamment fonctionner. opérationnel, quoi. Ouais. Ok, ok. Puis est-ce que c'était difficile pour toi d'avoir ce chapeau de coach et donc de ne pas faire de la psychothérapie naturellement? Alors c'est là où je mettais mes propres limites. Si j'avais des doutes sur justement la dépression de quelqu'un qui était un peu trop profonde, ou vraiment il y avait des pensées suicidaires, ou qui avait un besoin de médicaments, qui avait un besoin de traitement. Euh, Quand j'étais en Californie où je travaillais beaucoup plus en tant que coach, j'avais dans mon réseau des personnes à qui référer. Donc je pouvais référer. J'avais parfois une petite frustration parce que je me disais, je pense que cette personne-là, j'aurais pu l'aider. Je me sentais, Hmm. voilà, peut-être, mais je voulais pas prendre aucun risque et puis c'était pas, voilà. Donc là, je référais. Il y avait parfois des personnes qui me continuaient à me voir en tant que coaching parce qu'ils continuaient à vraiment à vouloir creuser qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire professionnellement, mais qui travaillaient leur dépression avec des psychologues. Donc ça pouvait se faire. Ok, ok, je comprends. Puis est-ce que tu pourrais peut-être expliquer, parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair, la différence en fait entre le coaching et la psychothérapie? Ben justement, c'est ça. Quelque part, en fait, dans le coaching, on va travailler sur le présent, beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Il y a parfois, pour moi, quelque chose qui est un petit peu aussi comportemental, qu'on peut avoir quelques petits outils comportementaux dans le coaching qu'on peut utiliser pour voir qu'est-ce qui freine aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui, euh, de quoi tu rêves, enfin, creuser la personne mais qui est fonctionnel. Et en psychothérapie,
on va aller beaucoup plus loin dans le passé, beaucoup plus loin dans les traumas, beaucoup plus loin dans les blessures, euh, voir aussi comment adapter la personne aujourd'hui. Mais le spectre est plus grand. On va plus dans le profond et on va plus dans l'histoire, je pense, quelque part. On élargit beaucoup plus. Oui, parce que par exemple, voilà, le style d'attachement, ce genre de profondeur-là, c'est pas quelque chose que tu vas aborder dans un coaching. Ouais, C'est ouais, plus de l'ordre. ouais, Ok, ok, parfait. C'est super intéressant, mais c'est vrai que je me suis toujours demandé, quand toi, tu as les deux chapeaux, ça doit demander quand même un effort et une éthique, ouais, effectivement, ouais. de pouvoir respecter le cadre, en fait. Et c'est son éthique. Il faut à nous, parce que personne ne nous le demande vraiment. Pour moi, c'est vraiment une histoire de spectre, je pense, quoi. Que je me suis limitée en me disant, bah voilà, ça c'est ma limite où j'irai pas dans le coaching, alors que dans la psychothérapie, je peux aller, mais pareil, j'ai des limites, hein, parce que quand il y a des Bien personnes sûr, qui sont on en en a tous. hallucination ou qui ont des difficultés, ou même j'ai pas de connaissances sur tout ce qui est addiction, donc je vais pas travailler avec des personnes qui sont sous addiction parce que c'est pas ma spécialité, ou des problèmes de troubles alimentaires, je connais pas, donc voilà, on a aussi toujours un peu des limites à faire, quoi. Ok, je comprends. Puis justement, sur cette idée un petit peu de comparaison, donc tu travailles actuellement en tant que psychothérapeute Mhm. aux États-Unis. Quelles sont les différences que tu peux voir entre ta pratique que tu as pu avoir en France et la pratique ici aux États-Unis? Alors, je peux difficilement comparer parce qu'en France, je travaillais pas à mon compte. Je Ok, travaillais c'est dans une dans des institution publique. structures, voilà. Alors que ici, j'ai pratiquement toujours travaillé à mon compte, depuis toujours. Sauf durant les stages, quoi, l'internat, où là, j'ai travaillé dans des hôpitaux. Mais c'était un peu différent parce que Effectivement, effectivement. Puis est-ce que y a quelque chose, il y a des éléments qui t'ont surpris peut-être dans cette pratique au privé justement de la psychothérapie, aussi avec une patientèle qui a une différence quand même culturelle mm. importante hein, que la tienne? Bah, c'est aussi la mentalité américaine où on veut voir des résultats rapides. Il y a aussi une urgence. Je pense que la société américaine, plus le monde actuel, où tout va très vite et on veut euh, avoir des solutions, euh, parfois ça m'a demandé à moi une certaine adaptation parce que j'étais plus avec une optique psychodynamique où on est plus dans la compréhension et on prend un petit peu de temps. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu existentialiste. Donc, je prends un peu du temps et là, il faut parfois aussi répondre à des besoins de maintenant tout de suite, quoi. Donc, il y a cette demande-là de, d'avoir aussi quelque chose de pratique pour se sentir mieux et un peu aller dans un questionnement, mais pas trop parfois en fonction des personnes. Je pense que ma, ma clientèle francophone va plus facilement aller dans une réflexion beaucoup plus profonde dans les raisons, les causes, etc., que la clientèle américaine qui va vouloir parfois, pas toujours, hein, mais des, quelque chose de beaucoup plus concret, rapide et des thérapies courtes. Ok, parce que là actuellement, c'est quoi ton approche? Tu fais de la TCC? J'en fais parce qu'aux États-Unis, T'as pas le choix pour les voilà, résultats rapides là. c'est exactement, il faut connaître. Je dis toujours que moi j'ai mon petit panier là et en fonction des clients et du besoin des clients, je Ok, t'es m'adapte, hein. plus Donc intégrative. c'est pas eux qui s'adaptent à moi. Moi je m'adapte beaucoup aux clients. Ok, Mais ok, super. mon petit dada à moi est beaucoup plus psychodynamique quand même. Ok, ok, je comprends. Puis justement, donc là, tu as fait un super parcours où tu as pu traverser, on va dire, différentes vies professionnelles. Est-ce que tu recommanderais aux psychologues qui nous écoutent de tenter l'aventure, donc de devenir psychothérapeute aux États-Unis? Est-ce que c'est un processus que tu recommanderais malgré tous ces défis et à travers ton expérience? Ben, je le recommanderais avec tous ces défis, en prenant conscience que c'est long. Si quelqu'un vient aux États-Unis pour 2 ans et qu'il pense avoir resté 2, 3 ans, ça vaut pas la peine parce que ça va prendre tellement d'années. Si quelqu'un vient aux États-Unis avec une optique de migration en disant non, moi je vais m'installer parce que finalement mon projet de vie fait que
je pense que je vais y rester. Ça en vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment intéressant et puis c'est d'une richesse incroyable. Nous, en tant que thérapeute, finalement, je pense qu'on est beaucoup plus finalement développé quelque part, qu'on a beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'expérience. Donc ça peut être que positif, mais c'est dans un long projet. Faut on prenne conscience de ça, que c'est pas quelque chose qui est pour une réponse rapide. Si on veut une réponse rapide, il y a aussi des solutions pour des personnes qui ont un diplôme français et qui veulent travailler aux États-Unis mais qui veulent pas refaire tout ça. Il y a des possibilités, mais ça sera pas en tant que thérapeute pur. Il y a des offres d'emploi où ils demandent parfois que le bachelor. Et donc le bachelor, c'est facile à avoir. Mais ça va être plus ce qu'on appelle ici case management. Donc un peu ce on appelle en France assistant social finalement. Travaux, des postes un petit peu dans l'assistance sociale. C'est parce que c'est pas social worker. Social worker peut faire la même chose. Dans mon cabinet, là, il y a des gens qui sont social workers, qui sont counselors, qui sont MFT, et on fait tous la même chose. Donc c'est à peu près. Mais des postes où on va aider à des personnes qui sont un peu démunies, à avoir de l'aide financière ou des genres de choses comme ça, on peut l'avoir. Euh, Case management, in-home therapist. Donc il y a aussi des postes parfois où on peut être thérapeute, mais on va chez les gens. Donc ça, c'est pris en charge par l'État. Donc c'est souvent aussi avec une population qui est financièrement en difficulté. Et donc on peut trouver ce genre de poste-là. Ok. Ou alors s'orienter vers le coaching, finalement, comme toi tu l'as fait, c'était aussi une bonne alternative en Voilà. attendant. Parce que Sachant c'est que pas... là, il n'y a pas vraiment de reconnaissance du diplôme, quoi. Donc c'est Ouais. un peu, ça peut être du tout et de n'importe quoi. Bien sûr, puis c'est à toi aussi de développer ta Mm. clientèle. Là, pour le coup, tu pars de zéro, il y a peu de structure. Parce que c'est vrai que ça peut être difficile aussi de savoir est-ce qu'on reste là dans ce pays, est-ce que je Ouais, me lance, c'est ouais. des choses que tu as traversées toi, et c'est vrai que c'est une décision quand même importante. Mais en même temps, il faut comprendre le pays. C'est-à-dire que c'est difficile. Je recommanderais pas quelqu'un qui connaît pas vraiment les États-Unis, qui pour X raison arrive à travailler aux États-Unis parce que je sais pas pourquoi ils arrivent à travailler tout de suite, sans comprendre le pays, sans comprendre la culture. On peut passer à côté de beaucoup de choses, quoi. Il faut quand même prendre le temps aussi de mûrir un peu dans le pays euh, pour un peu mieux comprendre les difficultés aussi de nos patients, quoi. Mais oui, effectivement. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Je pense que ce sera ma dernière question pour aujourd'hui. À l'époque, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir finalement J'aurais voulu peut-être me lancer plus tôt, moins hésiter. J'ai peut-être pris trop de temps. Peut-être qu'en Californie, j'aurais pu me lancer avant. J'ai, J'étais un peu trop impressionnée par la démarche, que ça allait être trop long. Et donc finalement, j'ai perdu beaucoup de temps parce qu'au final, j'y suis restée 13 ans en Californie. Donc j'aurais peut-être pu le faire avant. Mais n'avoir pas finalement pris suffisamment de force pour m'imposer un petit peu plus en me disant bah non je vais le faire puisque je disais aussi financièrement d'avoir non bah non non moi aussi je vais avoir une carte de crédit parce que pourquoi pas donc peut-être d'avoir pris plus de poids plus ma place en gros. Ouais, un Ok, peu plus je tôt. comprends. Mm. Ça rejoint un petit peu les conseils qu'on Ouais, a donnés au début de l'épisode. Donc, ok, super, je comprends. Puis, hein, c'est tellement une grosse décision. Puis, moi, j'entends aussi beaucoup de personnes, par exemple, qui veulent exercer au Québec, qui sont impressionnées mm. voilà, par le monde professionnel ici, qui demandent beaucoup plus d'exigences. Toi, est-ce que tu dirais que tu as eu aussi peut-être un peu cette fascination ou tu as été un petit peu impressionné par les personnes de notre profession dans ce cadre-là? Comment ça?
Pas compris. Est-ce que c'était la démarche plus qui t'impressionnait, le nombre voilà, d'années d'études à faire, et Ouais. cetera? Ou est-ce que c'était vraiment, tu te disais inconsciemment: «Bah, peut-être que, tu sais, je serais pas capable» ou Ah peut-être non. que, Ah OK. non, ça j'avais pas mal confiance parce que je savais que j'avais pas mal d'années d'expérience, que enfin, j'ai beaucoup travaillé quand même depuis tellement de temps. Donc ça, la confiance en moi pour la pratique, je l'avais. La confiance en moi pour la logistique de tout le truc, je l'avais pas. Dire OK. réussir à reprendre des études en anglais, puis c'est si long, je vais pas pouvoir. Non, ça, j'avais totalement manque de confiance et une peur quelque part de me dire lancer dans quelque chose de si compliqué. Ouais, donc ça c'était plus difficile. Faut dire aussi que ma chance, c'est que mon mari est américain, donc j'avais pas mal de choses à écrire durant mes études, et il me relisait tout, il me corrigeait tout, parce que mon anglais finalement était pas super bien, et que j'ai eu des moments où je me disais j'y arriverai pas. euh, j'ai un vocabulaire, j'écris beaucoup en français, j'ai écrit un livre en français, j'ai un bon vocabulaire en français. Et puis là, en anglais, je me retrouvais avec un niveau de CP, quoi. Donc c'était très frustrant même de pouvoir m'exprimer, de pouvoir écrire, de faire des phrases intéressantes. Et puis c'était avec des phrases vraiment d'un petit niveau. Donc ça, c'était dur. OK, je comprends. Mais ce travail en vaut la peine parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une belle réussite. Puis là, tu es épanouie professionnellement là, dans la situation que tu as créée. Oui, oui. Et à un moment, on voit le bout, quoi. C'est Ça ça. semble loin, mais on y arrive. OK, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage d'expérience super riche. Je te remercie vraiment beaucoup. Je suis sûre que ça va aider de nombreux professionnels. Merci à toi de faire ça parce que je reçois très régulièrement des demandes de psychologues français qui me disent comment faire pour les États-Unis, et je pense que c'est pas mal qu'on puisse justement avoir maintenant ce podcast où ils pourront comprendre un peu mieux le parcours. Et puis, donc merci à toi pour le faire. Avec plaisir. Pour aller encore plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site web, le lien est en barre d'infos. Tu y retrouveras de nombreuses offres d'emploi pour les professions médicales, paramédicales, spécifiquement dédiées aux personnes expatriées. Tu retrouveras de nombreuses informations sur l'équivalence de diplôme, l'immigration, etc. Et tu retrouveras des offres exclusives de nos entreprises partenaires qui t'aident dans ton expatriation. Moi, c'est Amélie, je suis également expatriée, professionnelle de santé, et j'aide les personnes comme toi dans ce processus de déménager notre vie professionnelle à l'étranger. N'hésite pas à me contacter via notre site web ou simplement en laissant un commentaire sous cet épisode si tu veux toi aussi être accompagné dans ce projet.